Bienvenue chez Cure d'Homme, le média pour la masculinité positive et responsable. Aujourd'hui, j'ai avec moi Stéphanie. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Tranquille, ça va bien. Est-ce que tu peux te présenter? Du coup, je m'appelle Stéphanie, je suis danseuse professionnelle et chorégraphe et je suis fondatrice de Workshop avec Amour. Ok, est-ce que tu peux en dire plus? Par rapport à Workshop, Oui, yes. donc du coup, Workshop avec Amour, c'est un concept de danse-thérapie qui est basé sur mes expériences passées pour en fait amener les hommes et les femmes à avoir une vie épanouie, de guérir de leurs blessures pour pouvoir pleinement être dans leur vie, quoi. Ok. Tu as parlé des blessures, on va y revenir par rapport à ton histoire. Déjà, première question, dans quel contexte familial tu as évolué? Alors, moi, je viens d'une famille nombreuse où j'ai 5 sœurs et je suis métisse aussi. Et en fait, à partir de mes 8 ans, si je ne me trompe pas, 8-9 ans, mes parents se sont séparés. Donc, il y a eu ce déséquilibre où j'ai vécu qu'avec ma mère. Ok. Et par la suite, comment ça s'est passé? Dans le sens où, donc, parents divorcés. Séparés, parce que Séparés. divorcer, c'est encore autre chose. Ok, d'accord. Parents séparés, d'accord. Et toi, comment ça t'a affecté dans un premier temps? Alors, il y a beaucoup de choses qui m'ont affectée. C'est pour ça que je t'ai reprise sur séparés. Oui, Parce que déjà, j'avais pas la notion du mariage. En tout cas, par rapport à notre génération, le mariage, il était plus valorisé que là aujourd'hui. Où là, c'est plus le divorce, on va dire, qui est mis en valeur. Et en fait, mes parents, ils n'étaient pas mariés. Donc, le fait que mon père soit parti, déjà juste, j'ai pas. En fait, il est parti comme ça. Il n'y avait pas de comme les parents qui sont mariés, de procédure. Et puis, c'est des années enfin des années ou des mois en fait oui, de confrontation. bien sûr. Non, il est parti. Et moi, ça a été radical. Mais je pense que c'était vraiment purement dans le subconscient. Je me dis ça avec le recul parce que mon père, il est parti et directement, je suis devenue un garçon manqué. Ok, Directement, mais c'est purement inconscient. Et pourquoi je dis avec le recul? Parce que quand j'ai regardé des photos de moi et que j'ai revu des photos où j'avais 8-9 ans, par la suite, je vois en fait que, ah ouais, il y a eu un changement radical. Sur les photos de classe, je me dis, mais c'est plus la petite fille qui avait les cheveux détachés, qui mettait des jupes ou des robes. Non, rien à voir. Garçon manqué, cheveux tirés. En plus, cheveux tirés bien que de cheval basse, ok. pantalon. Enfin, vraiment comme un garçon. Ça a été ça, en tout cas, les répercussions que ça a eu directement de la séparation de mes parents. Parce qu'il est parti et il n'y a pas eu de mot qui a été mis. Il est parti comme ça. C'était fini. Wow, ok. Et lorsqu'il est parti, est-ce que, bah, depuis en fait son départ, est-ce que tu as pu échanger avec lui, savoir pourquoi il est parti ou pas du tout? Par la suite, c'est pas avec mon père que j'ai pu savoir pourquoi, c'est plus avec ma mère. Ouais. La séparation, quand même, elle a été violente. Mais c'est juste que il n'y a pas de verbalisation qui a été faite envers nous, les enfants. Et donc, c'est plutôt ma mère, on lui pose des questions, bah, pourquoi papa il est parti, etc. Mais je pense que si, dans mes souvenirs, il y a quand même mon père qui a dit qu'il allait partir, mais sans dire pourquoi. Et oui, aujourd'hui, je parle avec mon père, même après la séparation, on s'est vu, on continue à le voir, mais il n'y avait pas la raison pour laquelle nos parents ont pris la décision de Bien partir. sûr. C'était entre eux, et puis toi, en tant qu'enfant, t'es là, bah, qu'est-ce qui se passe? Sachant que dans mes souvenirs, j'avais jamais vu mes parents se disputer. Donc pour moi, c'est venu comme ça. Et j'ai pas compris. Et je pense que c'est pour ça que je suis devenue un garçon manqué. Je pense que je cherchais un équilibre et je me suis trouvée dans ça. Ok. Et comment ça s'est passé par la suite? Parce que tu es devenu donc un garçon manqué, donc c'était quoi? C'était à l'école, collège, c'est ça? Cette période-là? École primaire, Ouais. collège, lycée. En fait, j'ai envie de dire que c'était pas juste j'ai changé d'avis, c'est ma mentalité. Un garçon manqué. Et
encore même aujourd'hui, je sais que je travaille dessus. Parce que finalement, j'étais arrivée à un stade dans les années où limite j'étais en train de me dire, purée, je suis un garçon. La manière dont je parle, on dirait que je suis un garçon. Même, les garçons pouvaient me dire, c'est bizarre, tu parles pas comme une fille, tu parles comme un garçon, tu penses comme un garçon. Même encore, je crois, cette semaine, on m'a dit, mais toi, t'as une mentalité mi-homme, mi-femme. Ah ouais? Tellement, Ok. c'était ancré, c'était mon identité. Je pense que je me suis rattachée à ça, en fait. J'avais besoin de sécurité. Donc, je suis la seule à avoir réagi comme ça. J'étais la seule garçon manqué des filles. Mais je pense que c'était mon moyen de me sentir bien. Je sais que dans une autre vidéo, tu as parlé aussi que ensuite, ta maman, elle s'est mariée cette fois-ci? Oui, c'est ça. Elle a Exactement. refait sa vie. Elle a refait sa vie. Donc, tu as eu un beau-père et malheureusement, ça s'est pas très bien passé. Non, c'est très mal passé. Pour pas dire, on a fini en enfer. Aujourd'hui, je rigole, alors qu'en fait, c'est pas du tout drôle. Quand j'ai eu 12 ans, ma mère, elle a refait donc sa vie. Et je pense que c'était le désir de ma mère de se marier, comme elle n'a pas pu le faire avec mon père. Et donc, elle s'est mariée avec cet homme. Sauf que finalement, c'était pas du tout l'homme qu'elle pensait quand elle l'a vu la première fois. C'était un homme violent, clairement violent. Je pense qu'il n'y a pas d'autres mots. Violent physiquement, mentalement, jusqu'à ce que j'ai 17-18 ans. Donc de mes 12 ans jusqu'à mes 17-18 ans, que de la violence. Et en plus de ça, mes deux sœurs aînées, elles sont plus âgées. Donc du coup, quand ma mère elle s'est mariée, elles sont parties pour leurs études. Et moi-même, je me suis retrouvée, en fait, l'aînée de la famille. Donc, j'ai vécu, en tout cas, cette situation familiale autrement. Parce que quand mes parents se sont séparés, j'avais mes sœurs. Donc, quand t'as tes sœurs aînées, c'est pas... Ouais. Tu vis pas pareil. Tu sais que tes sœurs, elles sont là. Elles nous ont protégées, elles nous ont consolées, elles nous ont aidées dans notre avancement. Mais quand mes sœurs, elles sont parties et que j'étais face à cet homme-là, moi, j'ai perdu encore plus de sécurité. Parce que je m'attachais à mes grandes sœurs. Parce que il y a des choses que tu penses pas, en fait, quand t'es pas l'aîné. Hein. Bien sûr. Il y a des responsabilités qui sont pas là. Et le fait de me retrouver l'aîné de la famille, automatiquement, tu dis, ouais, il faut que je protège mes sœurs, faut que j'aide ma mère. Et puis, je prends le rôle de l'aîné et du coup, tu te poses... t'as cette charge mentale qui est là d'un coup, que tu comprends pas forcément et tu es complètement perturbé. Et c'est pour ça que je me suis encore plus ancrée dans ce rôle de garçon manqué. Ok, mais comment t'as fait? Parce que, en réalité, par rapport à ton image des hommes, parce que père absent, beau-père violent, donc j'imagine que ta vision des hommes a été complètement biaisée. Donc à cette période-là, tu te disais quoi des hommes? En gros, ils sont tous pareils, ils sont violents, ils sont... En fait, je pense que naturellement, le fait de m'être ancrée en tant que garçon manqué, c'était pour moi, on va dire, une facilité de me dire, si j'apprends à être comme un homme, ils vont pas me surprendre. Ah ouais, Je vais contrôler la chose. Du coup, je traînais qu'avec des garçons aussi. Et je pense que ce qui m'a aidée à rester quand même féminine, c'est le fait d'avoir des sœurs et le fait que je fasse de la danse et que la danse c'est avec des filles. Donc, c'est les seuls moments que j'avais avec des filles. Mais hors de la danse, hors de mes sœurs, j'avais que des potes garçons. Et pour dire à quel point j'étais un garçon manqué, je leur demandais de m'apprendre à me battre, à me défendre. Et on se tapait, quoi. Parce que je savais que quand je rentrais à la maison, j'allais vraiment me taper. Ok. Ah ouais. Fallait que je protège ma mère. Fallait que je protège mes sœurs. Parce que d'un coup, t'es l'aîné de la famille. Et il y a un homme, déjà d'une, c'est pas ton père, donc ça, c'est difficile de l'accepter. Et en plus de ça, il est violent. Donc en fait, si moi je fais pas quelque chose, qui va faire? Ma mère, là, elle est dans l'incapacité de nous protéger. Elle-même, elle se fait battre. Donc, t'as tout qui est déséquilibré. Si ta mère, elle peut pas te protéger, il y a plus de tes grandes sœurs, il y a pas ton père, qui va faire? Et je voyais mes sœurs aussi qui...
enfin voilà, effrayée, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est comme ça que je me suis dit, ben ouais, je vais devenir le garçon manqué. Et je me suis ancrée dans ça parce qu'à un moment donné, il faut faire quelque chose. Oh. Pas facile, hein, ce que tu dis. Hein. En tout cas, merci pour ton courage et ta transparence. Et du coup, comment, par rapport à tout ce que tu dis, donc il y a eu donc, ce process-là, et donc jusqu'à 17-18 ans, Oui. c'est ça? Ok. Et comment ça t'a influencé par rapport à tes relations avec les hommes? Parce que j'imagine qu'à 17-18 ans, forcément, les petits copains, etc., ça, c'est normal. Pour être honnête, moi, pendant jusqu'à mes 17-18 ans, les garçons, je pensais pas du tout à ça. Ouais. Pas du tout. Enfin, même quand il y avait un garçon qui pouvait dire qu'il était intéressé par moi, ça me dégoûtait. Ok. Franchement, Ouais, tellement dans ma tête. Ouais. Oui. C'était un rejet, en fait, des hommes. Ouais, c'est un rejet. Et puis, pour moi, je suis un garçon manqué. Genre, qu'est-ce que tu me racontes? Pourquoi un garçon manqué t'intéresse? Tellement, c'était ma mentalité. C'était pas juste, tu sais, je fais comme aujourd'hui, les filles elles mettent des baskets, elles mettent du jogging, etc. Pas du tout. C'était aussi ma mentalité. Donc, j'avais ce rejet-là. Et puis, qu'est-ce que tu me racontes? Et moi-même, je ressentais pas forcément de l'amour. Je sais pas ce que ça faisait de ressentir quelque chose pour quelqu'un. Donc, ouais, c'est vrai, 17-18 ans. Enfin, je me posais des questions parce que, aussi, je pense que c'est l'âge où, tu vois que autour de toi, il y a des personnes qui se mettent en couple. Les filles, elles sont là en train de parler de leur relation ou inversement. Donc, tu te poses aussi des questions. Puis, tu es dans ce truc où, je passe de mineur à jeune adulte. Enfin, c'est la société qui t'amène à tout ça, de poser des questions. Mais moi, je savais pas ce que c'était de ressentir, comme on peut dire aujourd'hui, j'ai un crush. Je sais pas ce que c'était. Et ça arrivait une fois où j'ai ressenti quelque chose pour quelqu'un. Honnêtement, j'étais dans le rejet. Ça, mais je me reconnaissais pas. Pour moi, c'est un truc de fille. Ah ouais, ok. Non, j'étais pas à l'aise. Ouais. J'étais vraiment pas à l'aise. Et au final, on m'est sortis ensemble. Et voilà, comme les relations, que ça soit au collège ou au lycée, juste tu sors et puis c'est fini. Donc, c'est là où j'ai commencé à ressentir quelque chose et je me suis posé des questions en me disant, ah ouais, en fait, les garçons, ok, j'intéresse les garçons. Je pensais pas. Et puis après, oui, c'est quand j'ai eu 19 ans que là, j'ai vraiment ressenti de l'amour pour un garçon. Ok, intéressant. Et par rapport à ton parcours, comment on fait pour passer de, comme je te l'ai dit, père absent, beau-père violent, à s'attacher à un garçon? Comment t'as fait en fait? Est-ce qu'il y a eu un shift? Est-ce que tu t'es dit, ok, en gros, c'est la route normale, ou finalement tu t'es dit, bon, je vais essayer en fait? En fait, je sais pas si je suis le bon exemple pour répondre à ta question. Okay. Parce que c'est vraiment avec le recul que finalement, comme je t'ai dit, à 19 ans, c'est là où j'ai ressenti de l'amour pour un garçon. Mais avec le recul, je me demande si c'était vraiment de l'amour. Okay. Parce que je me rends compte que, en fait, c'est juste ce garçon-là, il s'est intéressé à moi. Il a posé des questions sur qui je suis. Il me porte de l'intérêt. Oui. Sauf que moi, on m'a jamais porté de l'intérêt. Ok. Dans un foyer où il y a que de la violence, t'as pas le temps de te poser. Alors ça va, t'es à l'école. Dans tes amis, t'as pas le temps. T'as juste le temps de esquiver quelque chose. Genre tu réponds pas, tu parles pas, tu manges, tu dors, t'attaques vite parce que t'as pas envie de te faire insulter ou de te faire frapper. Donc en fait, il y a pas d'intérêt qui est posé. Donc quand là il y a un homme qui vient s'intéresser à moi. Mais c'est pas juste 2 semaines, hein, c'est sur plusieurs années. À un moment donné, tu dis, ouais, en fait, tu commences à ressentir quelque chose. Mais est-ce que c'était réellement de l'amour? Aujourd'hui, je sais pas. Est-ce que c'était pas plus, tu t'intéresses à moi, je me sens aimée, mais c'est juste parce que moi, j'avais des failles, j'avais un vide. Donc, du coup, oui, je me suis mis avec la personne. Mais au final,
j'ai juste reproduit les schémas que j'ai toujours connus. C'était la personne, c'était pas une bonne personne. En tout cas pour moi. Donc là, je peux plus répondre pour aujourd'hui. Oui, bien sûr. Maintenant que j'ai passé Oui. la trentaine et que Il y a je un suis plus avec, process. Il y a un process, je suis hein. plus avec la personne. Ouais. Comment aujourd'hui, en tout cas, je passe de garçon manqué à ressentir quelque chose. C'est tout simplement parce que j'ai pris et je prends ce temps de savoir qui je suis, ce que je veux. Parce que finalement, je me rends compte que pendant toutes ces années, on ne pose pas la question, mais toi-même, tu te poses pas la question. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie? À quoi je sers? Pourquoi je suis sur cette terre? C'est des questions, t'as pas le temps tellement t'es dans une situation de danger. T'as pas le temps de se poser des questions comme une personne lambda qui a le temps de se réfléchir à son avenir, en fait. Et plus j'ai pris le temps de guérir déjà de mes blessures, plus j'ai pris le temps de prendre soin de moi, de savoir ce que je veux, comment me rechercher en tant que femme. Parce que vers mes 23 ans, je savais pas concrètement ce que c'est une femme. C'est quoi d'être une femme? Je savais pas. Et je me souviens, c'était un homme. J'ai échangé avec un homme et à un moment donné, je lui ai dit, mais plus je parle avec toi, plus je me rends compte que je sais pas en fait je sais pas qui je suis. Je sais pas si je suis une femme. Est-ce que je me sens, je sais pas. Est-ce que je me sens femme? En fait, je suis perdue sur qui je suis. Et là, j'ai pris vraiment ce temps de savoir qui je suis, guérir et de tester, d'évoluer, de trouver mes dons, mes talents, d'aller plus loin. Parce que pour moi, je faisais que de la danse et j'étais bonne que dans ça. Pour moi, j'étais bête parce qu'on me l'a toujours dit. Ok. Donc, je pouvais pas me dire comme là aujourd'hui où je fais plusieurs choses que j'étais capable de faire ça. Enfin, c'est vraiment parce que j'ai décidé de me concentrer sur moi et de me dire, ok, j'en vaux la peine. Déjà, t'es en vie, donc qui tu es. Maintenant, il va falloir penser à toi parce que c'est pas quelqu'un qui va te le donner. Ok. Le fait d'avoir fait cette erreur de laisser quelqu'un me donner de l'intérêt alors que moi-même, je me donne pas de l'intérêt, ça a été nocif. Donc, je me suis donné de l'intérêt, je me suis valorisée, je me suis chouchoutée, je me suis donné de l'amour et c'est comme ça que finalement, quand t'arroses une plante, Bien sûr. elle fleurit. Exactement. Voilà, c'est exactement ça. Ok. Donc, tout à l'heure, dans ton introduction, tu as parlé des blessures Oui. par rapport à ton assaut. Pour toi, quelles ont été les blessures que tu as eues liées à l'absence du père? La plus grosse blessure, c'est la blessure de l'abandon. Ok. L'abandon, ça a été... Et c'est quand même encore là. Mais la séparation de mes parents, c'est directement l'abandon. C'est peur de perdre quelqu'un, peur que quelqu'un parte, mais sans raison, en fait. C'est pas juste la personne n'allait plus là, c'est juste le fait de pas donner de raison. Tu pars comme ça, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu te poses 36 000 questions. L'abandon, ça m'a toujours déstabilisée, mis dans la dépendance affective. Parce que du coup, le fait qu'on me donne de l'intérêt, c'est parce que j'ai ce sentiment d'abandon. Comme un orphelin, une fois à un moment donné qu'il est adopté, qu'il reçoit de l'amour, tout va mieux. Ça a été pareil. On m'a donné de l'intérêt. Vas-y, je fonce. Donc, c'est clairement l'abandon. Et je pense que c'est l'une des plus grosses blessures quand même, qui amène facilement les gens à rentrer dans la dépendance affective. Parfois, il peut y avoir aussi le rejet. Aussi. Souvent, ces deux blessures-là on peut dire qu'elles sont des sœurs, en fait. Parce que, surtout lorsqu'on a grandi sans son père ou sans sa mère, on peut avoir peur d'être rejeté, tout simplement. Mais, ok, je vois ce que tu dis. Et quel a été parce que tu parles de ton processus, mais concrètement, qu'est-ce que tu as mis en place pour guérir de ces blessures? Alors, on va dire que personnellement, c'est quand j'ai mis fin à la relation dans laquelle j'étais que j'ai pu rentrer pleinement dans ce processus de guérison. J'avais commencé, mais c'était plus par rapport à mon père, parce que pour moi, la personne avec qui j'étais, pour moi, me faisait pas de mal. Je voyais pas de lien.
Et j'ai plus envie de dire que c'est la vie qui a fait que je rencontre une personne qui m'a amenée dans un processus de guérison. Parce que naturellement, à part si je me trompe, tu te dis pas ouais, je dois rentrer dans un processus de guérison, ouais, j'ai des blessures. Donc j'ai plutôt envie de dire, c'est la vie qui a fait que j'ai rencontré une personne qui m'a tendu la main parce qu'elle a vu que j'étais dans un état de... que j'étais à vif, en fait. Que j'étais blessée, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas chez moi. En plus, même aujourd'hui, me renvoyant dans le passé, je sais très bien que ça, ça se voyait. Donc moi-même, la femme que je suis aujourd'hui, je me serais vue... moi-même, j'aurais tendu la main. Tellement ça frappait aux yeux. Donc, la personne, en plus, c'était un homme qui m'a tendu la main. Et je pense que ça a été, mon pas 2 fois. De croire que un homme est bon et un homme peut m'aider. Et le fait qu'il décide de prendre le temps de me dire les choses, le temps de m'accompagner et le temps, en fait, de me faire prendre conscience du pardon. Parce que le problème, c'est que mes parents se sont séparés et j'avais trop la haine. J'avais de la haine en moi. Trop la haine contre mon père. Après, avec mon beau-père, j'avais encore plus... Enfin, la haine, elle s'est transformée en je ne sais quoi. Enfin, voilà, j'étais remplie d'amertume. Tout ce que je voulais, c'était... Enfin, limite, si je pouvais tuer un homme, je l'aurais fait. Hein. Tellement j'avais trop de colère en moi par rapport aux hommes. Et toi, tu te dis pas, oui, je vais pardonner, etc. Non, tu pardonnes pas. Tu pardonnes pas, ça va pas à la tête. Donc au final, quand il m'a expliqué ce que c'était réellement le pardon, j'ai fait, ah d'accord. En fait, le pardon, c'est pas pour eux, c'est pour moi. Moi, je peux plus vivre comme ça. Je peux plus être dans la haine, être impulsive. Parce que finalement, c'était ça, c'est que j'étais impulsive. J'étais trop impulsive. Je partais vite. En plus, je parlais mal. C'est pas possible. En plus, j'avais tendance à me comparer aux autres filles. Et à chaque fois, je me disais, mais pourquoi je suis pas comme elles? Je comprends pas. Mais finalement, c'est parce qu'elles ont pas le même vécu. Donc, moi, cette haine-là, j'avais besoin qu'elle parte. Donc, il m'a amenée, en fait, à pardonner. Donc, du coup, j'ai pris mon courage à 2 mains pour confronter mon père. Et j'avais 23, 24 ans. Alors que j'avais 8-9 ans quand ils sont séparés. J'ai jamais... tellement j'avais la haine. En fait, mon père, je le voyais, mais moi, je lui parlais pas. Parce que j'ai trop la haine. Je te vois avec mes sœurs, en gros, par politesse. Mais pour me venger, je te parle pas. Ça reste oui, non, bonjour, au revoir. Ah ouais, ok. Et donc là, je l'ai confronté. On va dire, c'était la première fois que je discutais avec mon père. Donc, je lui ai fait part de ce que je pouvais ressentir, de comment je me suis sentie blessée. Bon, au départ, la conversation a été un peu, compliquée parce qu'il s'est énervé directement. Parce que pour lui, c'était pas de sa faute. C'était pas de sa faute s'ils sont arrivés là. Mais au final, moi, j'en ai rien à faire que ça soit de ta faute ou pas. Moi, je veux juste que tu comprennes ce que je suis en train de te dire. Je te dis pas, ouais, t'es fautive, etc. Je suis en train de te dire, la séparation, elle m'a blessée. T'es partie et ça m'a blessée. J'ai été trop en colère contre toi. Pour moi, j'ai été abandonnée. Et par la suite, en fait, t'as pas répondu à ta responsabilité. Parce que, certes, tu peux te séparer, mais tu peux toujours répondre à ta responsabilité émotionnelle. Bien sûr. Même si on vit plus ensemble. Et ça n'a pas été fait. Et du coup, au final, la discussion s'est apaisée. Et puis, je crois que c'est la première fois que mon père, à ce moment-là, il m'a dit « je t'aime ». Et j'avoue que ça m'a fait bizarre qu'il me dise ça. Et j'ai ressenti de la paix et de l'amour. Et je me suis dit, c'est bizarre de ressentir autant de paix et d'amour envers son papa. Tellement j'avais trop la haine. Et quand j'ai fait ce pas-là, en fait, finalement, j'ai commencé à ressentir du manque, j'ai commencé à ressentir de l'amour, et des sentiments que je ne ressentais pas avant. Mais j'ai quand même eu la sagesse de me dire, en fait, moi, durant toutes ces années, il n'a jamais répondu émotionnellement. Je lui ai demandé pardon,
Mais aujourd'hui, il répond pas non plus encore à cette responsabilité. Ok. Donc, ça sert à rien que je continue à croire qu'un jour, il va changer. J'accepte, en fait, que tu peux pas répondre à cette responsabilité-là. Ok. Je suis OK avec ça, parce que tu n'y arrives pas, c'est OK. Mais j'ai plus d'attente envers lui. Et c'est pour ça que je suis en paix et que j'ai de l'amour pour lui, parce que je sais qu'il répondra pas, et peut-être qu'un jour, mais il répondra jamais à mes attentes émotionnelles, à celui d'un père. Et moi, je suis OK avec ça. Je pense que même pour chacun, en fait, il faut accepter que nos parents, ils ont eu un vécu, et leurs parents ne leur ont pas appris à avoir cette intelligence émotionnelle. Parce que je pense que si ses parents avaient appris à mon père à aimer ses enfants, il l'aurait fait. Et là, pour le coup, voilà, il aime à sa manière, mais c'est pas la bonne manière pour moi. Et je l'accepte. Parce que tu peux pas demander à tes parents de t'aimer comme tu as envie, alors qu'eux-mêmes, ils savent pas s'aimer, et eux-mêmes, ils n'ont pas reçu ça. Exactement, ouais. Donc c'est pour ça que j'ai accepté. Je suis là, je suis OK. Et c'est pas, comment dire... Enfin, c'est pas grave, en fait. C'est juste accepter la réalité. Accepter que lui, il est pas guéri, que lui, il a pas reçu d'amour. Donc pourquoi je devrais attendre de l'amour envers lui alors que lui-même n'est pas capable de me le donner? Et c'est OK. Et le fait d'être OK avec ça, c'est ce qui m'a aidé à pardonner mon ex-beau-père, que j'ai aussi confronté. Ok. Ouais, j'ai confronté tout le monde. Ok, t'as été très courageuse. Oui, Ok. oui. Je l'ai confronté. Et puis, il m'a pas... Sur le moment, il m'a pas demandé pardon. Il m'a rien dit. Et c'est seulement l'année dernière qu'il m'a retrouvée sur les réseaux sociaux et qui m'a envoyé un message de pardon. Wow. Et honnêtement, je pensais pas que j'allais être autant touchée. Mais cette ado, en fait, elle avait besoin d'entendre « Oui, je te pardonne. Et oui, ce que j'ai fait, c'est vrai. » Parce que quand t'es violent... En plus, dans cette société, à croire c'est nous qui mentons, tu vois. Même si on a les traces, même si on a les preuves, etc. La femme ne dit pas forcément la vérité. Et du coup, le fait qu'il assume sa responsabilité, oui, j'ai été violent, oui, je vous ai pas respecté, je te demande pardon. Ça a été, j'ai envie de dire, une délivrance. Donc... moi, le pardon, de base, je l'ai fait pour moi. J'avais juste besoin de plus vivre avec cette haine. J'avais besoin de me sentir en paix. J'en avais marre aussi de porter ce masque de garçon manqué. Parce que, en grandissant, oui, j'ai réalisé, oui, je suis une femme. Et j'ai pas à me comporter comme un garçon manqué pour essayer de leur ressembler, pour me contrôler, pour me sentir en sécurité. Comme ça, si un garçon, il agit mal, ou si un garçon qui me met un coup, je vais savoir réussir à rétorquer. C'était plus possible. Je pouvais plus vivre comme ça. Ok. En tout cas, t'es courageuse, hein, Stéphanie. T'es courageuse par rapport à ton process, à tout ce que t'as vécu. C'est parce que c'est pas évident de pardonner. Comme tu l'as dit, on pardonne pour soi, dans un premier temps, parce que ça nous libère aussi. Et ça nous fait rentrer dans ce chemin de restauration, de guérison. En tout cas, ouais, c'est vraiment fort. Et je vais juste rajouter quelque chose par rapport au pardon, parce que j'ai l'impression comment dire, la société, elle ne valorise pas du tout ça. C'est qu'au final, le pardon, en fait, tu le fais pour toi, mais le pardon, en fait, tu en tires une leçon. C'est vrai, tu pardonnes et tu oublies. Tu pardonnes, tu n'oublies pas ce qui s'est passé, parce que tu en tires une leçon. Parce qu'au final, tu pardonnes et tu oublies, au final, tu rentres dans je recommence. Et tu pardonnes. Mais en fait, n'oublie pas. Tu pardonnes pour libérer ta haine, etc., pour être en paix. Bien sûr. Pour ne plus être en lien avec la personne. Bien sûr. Mais tu tires une leçon. Ok, il s'est passé ça, mais je veux plus ça dans ma vie. Donc, comment je fais pour plus retomber dans cela? Mais en étant dans la paix. Donc, quand je vais me retrouver dans cette situation-là, je vais savoir gérer. Exactement. Et j'aurai pas directement de la haine qui va venir ou... je vais savoir gérer. Et par rapport à ce que tu dis, comment tu as fait aujourd'hui pour déconstruire cette image-là de l'homme toxique? Comment tu as fait? Parce que par rapport à ce que tu me dis, je me dis, mais quand même, elle sort de très loin. Tu vois, tu sors de très très loin. Mais comment tu as fait concrètement? Honnêtement, j'ai envie de dire,
que c'est à l'âge de mes 26 ans que je peux dire que j'ai posé un acte pour dire stop à l'homme toxique. Donc, honnêtement, enfin, pour moi, mais bon, après, c'est selon les personnes, je trouve que c'est tard. Je trouve que j'aurais pu peut-être me réveiller avant. Mais en même temps, je me dis, en fait, c'est aussi tôt. Parce que quand je vois des femmes qui ont plus de 40 ans, plus de 60 ans, qui sont restées sous les mains d'hommes toxiques, et c'est que maintenant, en fait, qu'elles se réveillent, je me dis, oui, en fait, c'est tard, mais en même temps, c'est tôt. Parce que il me reste encore beaucoup de choses à faire, à construire. Et j'ai pas des enfants à ma responsabilité. Donc, en même temps, je suis fière de moi de m'être réveillée à 26 ans. En même temps, il y a quand même ce truc de... J'aurais pu quand même me réveiller avant. Tout simplement, en fait, pourquoi 26 ans? Comme j'ai dit, je suis rentrée dans cette relation qui était clairement toxique pour moi, sauf que je me suis pas rendu compte. Je me suis pas rendu compte. Pour moi, c'était de l'amour. Mais avec le recul, comme j'ai dit, c'était parce qu'on me donnait un intérêt et qu'en fait, il a comblé toutes les failles que j'avais en moi. Sauf que finalement, il répondait aussi à une sécurité que j'ai toujours connue, c'est-à-dire la violence. Enfin, pour moi, j'ai pas connu d'homme bon, d'homme qui m'aime vraiment. C'est toujours... ils vont toujours dire, là, je fais la généralité, ils vont toujours dire, oui, je t'aime. Soit après une claque, soit après une insulte, ou soit après un acte, de mauvais, etc. Oui, mais je t'aime. Donc, en fait, finalement, tu crois que, il t'aime. Mais non, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. C'est pas parce que quelqu'un te dit qu'elle t'aime que c'est de l'amour. Tout le monde peut dire je t'aime, hein. Mais c'est les actes qui parlent. Et du coup, j'ai pris la décision de partir à mes 26 ans, de quitter la relation. Parce que c'était dans la phase Covid, déjà aussi. Et aussi parce que j'étais en phase où j'étais fiancée et j'ai commencé à me poser de réelles questions en disant, est-ce que tu vis ça toute ta vie ou est-ce que tu vas arrêter maintenant? Parce que pour moi aussi, le mariage, c'est une fois que tu es dans le mariage, ce que tu vis avant en relation, ça se décuple. Donc, même s'il y a des failles avant, elles vont se décupler dans le mariage parce que tu vis avec la personne, Oui, c'est pas pareil. Ouais. Et là, je me suis dit, je me marie, mais ça va se décupler. Mais je vais pas tenir. C'est pas possible. Donc, c'est soit je continue, soit j'arrête. Et finalement, j'ai pris la décision de me choisir. J'ai pris la décision de dire, en fait, non, stop, je vais pas réussir à tenir jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à ce que je meure. Je veux pas ça, c'est pas ce que je veux pour mes enfants. Je veux pas que ma mère, elle me voit comme ça, j'ai pas envie. Et du coup, j'ai arrêté, j'ai décidé de me choisir. Le Covid est arrivé au bon moment. Voilà, la période Covid a changé la mentalité de beaucoup de personnes, parce qu'on a tous eu cette mise à part. Et le fait d'être seule, parce que j'ai même pas pu rentrer avec ma famille, donc j'étais vraiment seule avec mes colocs. Ce temps, ces mois de Covid où j'ai été toute seule, ça m'a permis de me retrouver et de me préparer pour l'après-Covid. Quand je vais sortir de la maison, qu'est-ce que tu mets en place? Parce que c'est pas ok, t'as quitté, ok, le Covid, et on continue comme si de rien n'était. Ok, on va sortir de la maison, mais lui aussi, il va sortir de la maison. Et c'est ce qui s'est passé. J'étais aussi réaliste que c'est moi qui suis partie. Lui, il voulait rester. Donc, je sais que lui, il va vouloir me récupérer. Mais est-ce que tu es sûre de ta décision? Et au final, non, je suis fière de moi parce que je suis restée ferme sur ma décision. J'ai dit non, je veux pas. Je veux plus. Même si, au fond de moi, je bégayais, je lui montrais pas. Et j'étais non, je veux pas. Je retournerai pas avec toi. Je veux plus de ça. Et du coup, j'ai commencé... j'ai changé aussi tout mon entourage. Parce que je pense que la toxicité, ça va aussi avec l'entourage. Et même si je sais que j'ai ma part de responsabilité qui est que je suis restée dans la toxicité, mais il y a des mains qui sont tendues à moi et je les ai refusées pour rester dans la toxicité parce que j'avais peur. C'est difficile de
durant tant d'années, tu restes dans la même chose, c'est ton confort. Bien sûr, Et quand il y a quelqu'un qui arrive comme ça, qui te tend la main, comme si c'était facile. Non, c'est pas facile. Bien sûr. J'ai peur, et c'est pour ça que même pour les femmes battues, on comprend pas pourquoi elles rentrent, elles retournent là-bas. Mais c'est le confort. Ça, bien sûr. Tu connais que ça. Bien et sûr. surtout, le sentiment de liberté, j'arrivais pas à le gérer. Cette liberté. Je suis libre de m'habiller comme je veux, de penser comme je veux, je suis libre de m'exprimer. Parce qu'en fait, finalement, tu t'exprimes pas. Le fait d'être dans des relations toxiques, ça te garde en prison. Et puis, tu réfléchis pas par toi-même. On te conditionne. Tu dois penser comme ci, tu dois penser comme ça. À force qu'on te rabaisse, tu te dis, bah, je suis comme ci, je suis comme ça. Donc, quand d'un coup, t'es libre, c'est trop bizarre. Et j'avais ce truc où c'était difficile parce que j'avais envie de retourner comme dans l'esclavage. J'ai envie de retourner dans ça parce que je sais pas penser par moi-même. J'étais en panique. Okay. Je sais pas penser par moi-même, je sais pas ce que je veux, je sais pas comment m'habiller, je sais pas. Okay. J'arrivais pas à gérer. Et mon entourage m'a beaucoup aidée. Et du coup, c'est mon entourage aussi qui m'a poussée à aller voir une psy. Okay. Et avant de passer l'étape de la psy, je suis partie d'abord voir un groupe de parole de femmes battues et violées. Et finalement, ça m'a aidée parce que je me suis rendu compte que j'étais normale. Parce que le fait d'être dans le quotidien avec des personnes lambda, tu dis t'es anormal. Mais quand t'es avec des personnes qui vivent et qui ont vécu la même chose que toi, tu dis ah, mais je suis normale. Je suis normale de ressortir ça. Je suis normale d'avoir peur. Je suis normale d'être impulsive. Enfin, même... on le dit pas assez, mais dans toute la violence, que ça soit verbale ou physique, ton corps, il a des symptômes qui se créent. T'as des choses qui se passent et tu te reconnais pas et ton cerveau et tous tes sens, ils sont décuplés. Enfin, voilà, t'entends un bruit, tu réagis directement et tu te rends compte que ah, mais je suis pas la seule à vivre ça et c'est normal. Donc, ça m'a beaucoup aidée. Et puis après, on m'a poussée à aller voir une psy, que je continue à voir aujourd'hui. Même si j'ai beaucoup évolué, même si elle m'a dit que voilà, qu'aujourd'hui, mes blessures, elles sont guéries, etc. Mais le fait de voir la psy, c'est un moyen aussi de voir mon évolution. Parce que dans le quotidien, on prend pas assez le temps... dans nos amitiés ou en famille ou enfin même dans les relations de couple de se dire je voulais te dire t'as évolué, je voulais te dire en fait que tu sais tout ce que je pouvais te reprocher ou les choses où j'ai pointé du doigt que t'as évolué. Vrai, ouais. On se le dit pas, on le fait pas souvent. Donc c'est le train-train quotidien, le travail, l'argent, répondre à ses responsabilités. Donc le fait moi de voir la psy, c'est là que je me rends compte que j'ai évolué, je réalise pas. Et c'est vraiment l'aide des professionnels qui m'ont aidée. Et c'est... En fait, on peut aller voir des professionnels, mais si toi, tu mets pas aussi la main à la pâte, t'évolues pas. Bien sûr. Donc, j'allais les voir. Et quand le prochain rendez-vous, il fallait que j'évolue. C'était ma motivation. Je peux pas retourner voir la psy et j'ai pas évolué. Fallait que j'évolue, fallait que je lui dise, voilà, dans telle situation, bah, j'avais pas réussi là, et là, j'ai réussi. Et j'ai vraiment été soutenue par mon entourage et même par ma famille. Enfin, tout a changé. Ça a été un 360 du moment donné où j'ai dit c'est stop, c'est fini. Je veux plus retourner dans ça. Tu as été intentionnelle dans ton processus de guérison, de restauration. Tu t'es fait aider, tu t'es fait accompagner. Et je me suis fait violence aussi, en fait, parce que des fois, tu n'as juste pas envie. Tu sais que tu as mal et tu t'es habitué à ta blessure. Et t'es ta blessure. De toute façon, je suis comme ça. Parce que, par exemple, je sais que longtemps, j'ai lutté avec l'impulsivité. Et j'étais aussi... de toute façon, je suis comme ça. De toute façon, je suis comme ça. Mais non, t'es pas comme ça. L'impulsivité, elle vient aussi de quelque part. C'est ça. Et à un moment donné, je dis, il faut que j'arrête de dire je suis comme ça. Ok, on va aller traiter la blessure. Mais il faut se faire violence. Oh. Et... aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à une personne, à une fille C'est vrai que bon, on est sur Cure d'Homme, on parle aux hommes, mais pas que aussi. C'est important de parler aussi aux femmes, parce que je pense que la masculinité, ça parle à tout le monde. Mais aujourd'hui, par rapport à ton vécu, à ton parcours, quel conseil donnerais-tu à une fille
qui a grandi avec, en fait, qui a le même parcours que toi. Donc, père absent. Et malheureusement, parfois, c'est des violences aussi, que ce soit dans d'autres circonstances ou situations. Mais quel conseil donnerais-tu à ces personnes-là? C'est un peu, comment dire, compliqué et délicat, mais je pense que la seule chose déjà que je pourrais dire, c'est ne t'inquiète pas, la vie, elle va toujours te donner des mains tendues. Parce que c'est facile de dire, ouais, il faut guérir de tes blessures, ouais, il faut que tu fasses... Ouais. Comme j'ai été dedans, il y a plein de mains qui ont été tendues envers moi, il y a plein de personnes qui m'ont parlé directement pour me dire, là, c'était pas bon, etc. Et j'ai refusé. J'ai fermé les yeux comme ça, et non, je veux pas voir la réalité. Et je pense que le conseil est pas forcément de... Je pourrais pas dire à une femme, c'est plutôt les autres. Parce qu'on les conseille, on les donne toujours pour, on va dire, la victime. Mais à un moment donné, en fait, il y a aussi l'entourage. Bien sûr. Et l'entourage, enfin, de ce que je peux voir, même de manière générale, à un moment donné, l'entourage, il se lasse. Il se lasse de purée, je lui dis, purée, retourne encore, et ainsi de suite. Et puis à un moment donné, bah, il y en a qui partent, hein. Il y en a qui disent plus rien et qui laissent. Sauf que il faut accepter que la personne, elle va fermer les yeux pendant longtemps, jusqu'à ce qu'elle ait un déclic. Et le déclic, moi, il est venu parce que j'étais en train de préparer mon mariage. C'est ça qui m'a réveillée. Mais avant, je sais pas à quel moment j'aurais pu me réveiller. Hein. Je sais pas du tout. Et j'ai envie de dire à toutes ces personnes, ne t'inquiète pas. Honnêtement, ne t'inquiète pas. Il y a un jour, tu vas te réveiller et tu auras ce déclic. Ça va être difficile. Tu vas vouloir retourner et retourner et retourner. Mais si t'as pas les bons amis, c'est sûr que tu vas couler. Donc finalement, regarde tes amitiés et regarde si ces amitiés-là, elles veulent te voir briller ou si elles veulent te garder dedans. Parce que se taire, parce que t'es lassé, c'est garder la personne dedans. Partir, c'est garder la personne dedans. Et finalement, moi, les personnes qui m'ont aidée, c'est parce que... et qui sont là encore aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont été persévérantes. Et pourtant, c'était pas facile, hein. C'était pas du tout facile. Plein de fois, j'ai dit, ben non, c'est bon. Et je vais le retourner, je vais aller le voir, je vais frapper à sa porte, je vais lui demander qu'il me reprenne. Plein de fois, je l'ai dit. Parce que j'en avais marre j'en avais marre de cette liberté. Je sais pas comment la gérer. Je sais pas comment gérer l'amour. J'arrive pas à être comme tout le monde. J'y arrive pas. Donc, je veux retourner parce que comme ça, j'arrête de réfléchir. Et finalement, c'est regarder tes amitiés. Est-ce que tes amitiés veulent te voir briller? Et si oui, et ben alors, tiens bien la main parce que ça va être difficile. La liberté et l'amour, c'est difficile à l'accepter, mais tu le mérites. Pendant longtemps, on fait croire que non, mais tu mérites d'être aimé, tu mérites d'être libre, tu mérites de vivre la vie que tu as toujours voulu. Et même si tu sais pas ce que tu veux faire, tu mérites juste d'être heureuse, de ressentir ce que c'est réellement de la joie, ce que c'est réellement la paix, ce que c'est réellement l'amour. Et tout va bien se passer. Mais par rapport à tout ce que tu as vécu aujourd'hui, je sais que tu en as parlé dans une autre vidéo qui va sortir sur Cure d'Homme, mais pour les personnes qui ne vont pas voir cette vidéo, comment tu vois l'homme aujourd'hui? Ah, aujourd'hui? Ouais. L'image de l'homme a totalement changé. Franchement, moi, je suis pour l'homme. L'homme est bon. Franchement, honnêtement, l'homme est bon. Pourquoi je dis ça? Parce que dans mon entourage, c'est vraiment des hommes bons qui m'ont aidé. Pour moi, c'était inconcevable de me dire, ouais, un homme, il est patient. Un homme, il aime. Même si, comment dire? Un homme, c'est différent d'une femme. Un homme, il va t'aimer en le montrant, que ça soit ton ami ou que ça soit ton mari. Il te le montre dans les actes, mais il te le dit pas. Et quand j'ai compris ça, quand j'ai compris que, en fait, il va jamais me dire, ah, je suis fière de toi, il va me le montrer. Et dans tous les actes, je voyais que, mais en fait, purée, ils font ça pour moi. Je me dis, qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour te dire, oui, là, je dois aller voir une psy. Alors que pour toi-même, tu penses pas à ça. Je me dis, c'est pour moi, en fait, qu'ils font ça. De se dire, oui, elle doit aller voir un groupe de femmes battues, c'est pour toi. Il y a plein de choses qui ont été faites
juste pour ma féminité, juste pour ça, ma manière dont je m'habille. C'est parce que il y a des hommes qui ont pris le courage de me dire, mais Stéphanie, là déjà tu ronces tes ongles, ça va pas, va faire tes ongles. Ok. Stéphanie, là tu t'habilles trop en jogging, ça va plus. T'es une femme, s'il te plaît. Genre, teste des choses. Même si mais je sais pas et tout, teste des choses. Et je testais. À chaque fois, il me disait, allez, aujourd'hui, tu vas t'habiller comme ci, aujourd'hui, tu vas t'habiller comme ça, jusqu'à ce que tu trouves ton style. Ok. Et je l'ai fait. Et puis au final, je me suis cherchée, j'ai osé. Parce que voilà, il y a ces difficultés-là. Enfin, tu te caches. Ça se voit aussi dans tes vêtements. Je me mettais des Bien joggings, je m'habillais en large. Enfin voilà, garçon manqué, c'était une sécurité. Je veux pas qu'on me voie, je veux pas qu'un garçon pose les yeux sur moi. Donc, de me dire, oui, c'est les hommes qui ont aussi bénéficié de... Qui t'ont propulsé, ouais, qui t'ont aidé. Je me dis, mais c'est incroyable. Genre, jamais de la vie, j'aurais pensé ça. Même juste d'être bienveillant, de dire, là, je crois que cette personne-là, elle n'est pas bienveillante envers toi. Ok. D'être cash. Et c'est ça que j'aime aussi avec les hommes, contrairement aux femmes, dans les amitiés, c'est que vous êtes crus. Ok. Il faut accepter ça. C'est direct, en fait. Okay. Mais c'est pas direct pour blesser. C'est direct, mais... Pour mettre des limites, ouais. Il dit juste la vérité. C'est toi, après, tu l'acceptes ou non. Mais c'est pas pour te faire du mal. Hein. Si un homme veut te faire du mal, t'inquiète pas, il sait le faire. Hein. Donc, j'ai accepté, en fait, que l'homme, il est totalement différent. Et du coup, ça a changé aussi mes attentes. Ok. Par rapport aux hommes. Oui, parce que du coup, tu te crées une image aussi, une illusion de l'homme. Et finalement, je me suis dit, maintenant, en fait, l'homme, il est comme ci, il est comme ça. Et ça m'a aidé aussi, parce que j'ai beaucoup travaillé dessus, à accepter aussi l'autorité d'un homme. Ouais. Ça, c'était le plus dur, d'accepter l'autorité d'un homme. C'est-à-dire que quand il y a un homme qui me dit quelque chose et qu'il a raison, c'est plutôt ça, et qu'il a raison, ça sert à rien de répondre. Ça sert à rien d'être impulsif, ça sert à rien. Accepte, avale l'information et dire oui, t'as raison. C'était vraiment super difficile de dire à un homme oui, tu as raison. Et le fait d'être consciente, de me dire il faut que je travaille dessus parce que je suis trop impulsive. On me le reprochait. J'ai dit à un moment donné, Stéphane, tu vas pas passer toute ta vie être impulsive envers un homme, même si c'est trop naturel chez toi. Et j'ai travaillé dessus envers mes amis. Pour moi, si je les aime, je dois aussi montrer que, ok, je dois arrêter d'être impulsive. Vous me demandez à chaque fois, ça vous dérange, par amour aussi, je le fais. Okay. Parce que je sais que ça va être aussi bon pour moi. Et que ce soit homme comme femme. Hein. Bien sûr. Donc, ouais, c'est... L'homme est bon, en fait. Et l'homme, il sait être bon. Faut arrêter de croire que les hommes sont méchants, ou comme tout le monde dit, les hommes, c'est des bâtards, etc. Non, un homme, il sait être bon. Et un homme sait quand être méchant, comme une femme. Une femme, elle sait être pleine de bonne volonté, etc., pleine de bonté. Et elle sait aussi être méchante. Voilà, elle sait très bien manigancer les choses. Elle sait très bien... Bien sûr. Voilà. Faut arrêter de croire que les hommes sont méchants. Non. Ils savent très bien à quelle femme investir, on va dire. Et c'est ce que j'ai appris, et c'est ce qu'ils m'ont dit, c'est que ils m'ont toujours dit, toi, on sait que tu vas avancer. On parle pas aux femmes qui n'ont pas envie d'avancer, parce qu'on sait qu'elles vont pas écouter. Donc on est là, on les laisse parler. Mais toi, on sait que tu voulais changer, que tu allais avancer, que quand on parle, on voit après les fruits de notre discussion. C'est pas juste du vent. Parce que vous, en gros, genre, vous gaspillez pas votre temps de parole. J'ai envie de dire ça. Contrairement aux femmes, elles vont parler, même si elles n'écoutent pas, elles vont encore continuer à parler. Alors que vous gaspillez pas votre temps de parole. Alors que dans votre tête, vous savez. Même c'est vraiment ce que j'ai remarqué, parce que il y a eu une comparaison que je faisais avec une autre femme. Et c'est pourquoi vous lui parlez pas, vous dites pas, parce qu'elle veut pas changer. Elle veut pas avancer. Donc, ça sert à quoi? Et c'est là que je me suis dit, mais non, en fait, l'homme, il est bon, il sait. Il sait. Donc, quand tu veux pas parler, c'est parce qu'il sait que tu veux pas écouter et que ça n'a pas porté du fruit.
Et s'il veut que ça porte du fruit mauvais, t'inquiète pas, il va dire la chose. Mais il sait, en fait. Il faut arrêter de sous-estimer l'homme. Il faut arrêter de croire qu'ils sont bêtes. En fait, ils savent très bien. Vous savez très bien ce que vous faites. Ok. D'accord, merci. Merci. Avant de conclure, est-ce que tu pourrais dire ce que tu fais avec Workshop avec Amour? Oui. Du coup, Workshop avec Amour, il y a, on va dire, différentes façons. Ok. Donc, les workshops se font soit entre femmes, soit entre hommes, mais c'est pas mixte. Déjà, ça, c'est pas possible parce que, du coup, dans mon processus de guérison, c'est là que j'ai réalisé qu'un homme et une femme, ils sont pas pareils. Et je peux pas parler de la même manière à une femme qu'un homme. Avec un homme, je parle pas tant que ça. Hein. On va plus passer à la pratique, mais je vais être directe. C'est rien que je passe par des détails directs, A, B, C, D, voilà, c'est ça qu'on va faire. Et les femmes, voilà, faut A au carré, plus B au carré. Puis il faut parler, il faut écouter, parce qu'elles ont besoin de parler et tout. Et le concept, c'est qu'il y a un temps de danse et un autre temps où soit c'est moi qui anime le temps d'échange, soit je fais venir un invité. Et les invités, en fait, c'est des personnes qui font partie de mon entourage, qui ont investi en moi pour que je sois la femme que je suis aujourd'hui. Parce que pour moi, je préfère apporter des personnes qui apportent du concret que des personnes, je sais pas. Bien sûr. Donc, c'est vraiment des personnes lambda voilà, qui viennent et qui m'ont juste aidé pour faire comprendre en fait à tout le monde qu'il n'y a aucune différence entre un homme et une femme, une personne riche, une personne pauvre. On est tous pareils, on est tous blessés. La seule différence, c'est notre mental. C'est juste ça, la différence. Donc, c'est pas parce que c'est un homme ou c'est pas parce que c'est une femme. Non, c'est juste parce que il ou elle a décidé d'avancer. Sinon, ton statut, il n'y a aucune différence. Hein. T'es blessé, tu vas pleurer, tu vas te mettre en colère, c'est tout le monde. Et donc, vraiment, le but, c'est de leur apporter des clés concrètes et de l'expérimenter à travers la danse, parce que le corps a une mémoire. Et c'est que quand tu mets ton corps en action que tu te rends compte de la grandeur de ta blessure. Wow. Et ça, c'est prouvé. En tout cas, vous pouvez aller sur la page Instagram de Workshop avec Amour, où voilà, les femmes témoignent que c'est à travers la danse qu'elles se rendent compte à quel point elles ont mal. Parce que parler, c'est une chose, mais quand tu laisses ton corps parler, c'est là que tu vois à quel point t'as mal, à quel point, en fait, si t'as envie d'avancer ou non. Et c'est pareil pour les hommes. Bien sûr. Donc, voilà, toujours dans l'objectif d'apporter du bien, parce que je me dis, voilà, je me suis réveillée à 26 ans, j'ai pas envie que d'autres personnes perdent leur temps. Donc, on va dire, j'ai décidé de choisir le bien et de croire en l'amour, de croire en la bonté de l'homme. Donc, je crois que c'est possible qu'on puisse tous s'en sortir. Et c'est pas juste pour les femmes ou les hommes victimes de violences. Non, c'est pour tout le monde. Les workshops, c'est pour tout le monde. Okay. On est tous blessés. C'est juste, vous venez parce que vous avez envie d'avancer. Et il y a toujours un thème qui est annoncé. Okay. Et tout est fait selon le thème. Et voilà. Ok, intéressant. Et c'est quoi la fréquence? C'est une fois par mois, c'est ça? Alors, quand je les donne, ouais. J'essaye de faire ça une fois par trimestre. Ok, d'accord. Mais parce qu'il y a aussi des événements qui m'invitent. Et que je fais aussi ça dans des foyers ou en prison. D'accord. Donc, c'est plutôt mon emploi du temps qui me dit quand... Donc, okay. Voilà. Ok, en tout cas, merci Steph. C'était très intéressant. L'échange, merci pour ton courage, merci pour ta bienveillance. Et en tout cas, peut-être pour une prochaine vidéo, on ne sait pas. Oui, j'espère. Hein. En tout cas, c'était cool de faire cette vidéo avec toi. Et à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de suivre Workshop avec Amour. Et on se dit à très vite. Au revoir.